tourne de celui de son couple. Alors, ce que moi je dis par rapport à ça déjà, c'est que les couples travaillent ensemble, mais j'explique déjà avant. Donc la formation s'adresse aux individus comme aux couples. L'attention est portée au couple intérieur, jeunesse du couple extérieur. Seul ou en couple, le cadre proposé veille à l'engagement du couple, présent ou non, dans la fidélité à soi et dans l'autonomie. Si je m'engage en couple, ce qui se joue dans le couple est à reconnaître dans la formation et reflète l'actualité de mon couple intérieur. Il est important de comprendre que la formation agit comme accélérateur et révélateur. Je suis conscient que ce travail est une opportunité de croissance et donc de défi et d'émerveillement. Je m'y engage avec bienveillance et conscience. Il nous est demandé à chacun un accord à chaque tirage de partenaire. On va dire piochage maintenant. Nous faisons de toute façon, ensemble, les exercices les plus guérissants ou les plus intimes. Puis je précise, si le couple vit une crise, il peut nous être proposé selon les exercices et leur but de travailler avec d'autres partenaires afin de libérer sainement l'énergie vitale et de retrouver mon partenaire pour la guérison et le cœur. Si le couple est en lune de miel, je suis invitée à l'autonomie dans la célébration de ce temps béni. Si je désire être indépendant, je ne m'inscris pas en couple. M'engager comme couple en cours de formation avec un participant, parce que j'ai vu parfois le cas, nous astreint à la condition d'un projet commun hors formation. Je m'engage en couple pour toute la totalité de la formation, qui prend 3 semaines sur un an. Nous sommes considérés comme couple sur toute la formation, quels que soient les événements. La crise appartient au processus et l'opportunité de reconnaître et de transformer ce qui se joue pour chacun et la relation, avec conscience et bienveillance, jusqu'à la paix, qui n'est ni indifférence ni retrait en soi et dans la relation. J'imagine que ça peut peut-être vous intéresser en tant que... Et vous donner comme ça une forme de cadre, en tous les cas celui que je propose. Maintenant, oui, on a... Oh, ouais, je vais peut-être donner les questions à la fin alors, parce que je vois qu'il reste que 20 minutes avant les questions. On en est là, l'éthique, le couple. Oui, je vais peut-être continuer. À moins qu'il y ait une question absolument obligatoire. Donc là, on va rentrer dans les... Je vais en profiter, je vais prendre ma petite pause. Les horizons qui sont offerts, à la sexualité par l'espace tantrique. Tel que je le propose. Qu'est-ce qu'on découvre dans l'intimité? L'intimité dans le sens d'être un. Croyant nous approcher de l'autre, nous approchons, ça je l'ai déjà dit, et on le sait déjà, nous approchons de ce qui nous sépare de nous-mêmes, de ce qui nous sépare de l'amour. Dans l'intimité amoureuse, là où c'est évidemment concentré, l'énergie et l'attente y sont intenses, et donc tout ceci est plus concentré. Plus nous reconnaissons ce qui nous sépare de nous-mêmes, plus nous pouvons l'étreindre et le transformer. Plus nous pouvons aussi sortir de l'illusion de la séparation. Et qu'est-ce qu'on rencontre justement qui nous sépare de nous-mêmes et de l'amour? Eh bien, on va découvrir dans l'intimité, nos clients vont découvrir, mais je crois qu'on peut le regarder pour nous-mêmes, que le corps est rigide, tendu, absent, le corps est limité aux seuls organes génitaux, l'éveil du système sensoriel est atrophié ou limité, la dimension animale, saine, vitale, instinctuelle et non civilisée est chargée de peur archaïque, la libre circulation de l'énergie vitale, donc sexuelle, est limitée, stéréotypée, manque de spontanéité et de créativité. La relation entre le sexe et le cœur n'est pas fluide et empêtrée dans des clichés sur la virilité et la féminité. Les émotions sont cristallisées dans le passé, au lieu d'ouvrir sur le ressenti intuitif. La relation à l'autre fait preuve d'automatisme, d'absence de stratégie. Le ressenti intuitif et la créativité sont souvent invalidés, le cœur est contracté, la connexion au tout
est abîmée par les empreintes religieuses ou sectaires, la méditation spontanée ou extatique est comme étrangère. Donc évidemment, on va dire, heureusement qu'on ne vit pas tout ça en même temps, mais probablement qu'il y en a quand même qui autour de nous peuvent vivre ceci. Et à tout ceci, eh bien, tous ces espaces-là sont approchés dans le tantra, ou du moins dans le tantra que moi je propose. Mais ce que vous voyez, c'est que la sexualité par elle-même n'est pas abordée, mais plutôt ce qui compose la sexualité. Et on va dire, parce que je ne vais pas parler pour tout le tantra et tous les stages de tantra, mais ceci m'est souvent reproché, que la sexualité en elle-même ne soit pas directement abordée. Ça m'est reproché ou ça m'est attribué, ça dépend de quelle vision on a. Mais en tous les cas, mon choix est celui-ci. Le propos n'est pas de se brancher sur la sexualité. Dans l'espace tantrique, c'est que quel que soit l'état de la sexualité, le propos c'est d'être un avec. Qu'est-ce qui est là dans l'instant? Et puis ma question c'est celle-ci, c'est guérir la sexualité, on va dire, c'est de salubrité publique. Ça devrait être reconnu par la sécurité sociale. Mais est-ce que pour autant c'est du tantra? C'est peut-être le préalable, on va dire. Donc je vais reprendre chaque point que j'ai nommé pour juste donner des pistes de ce qu'on peut trouver dans l'espace tantrique, qui peut en effet ouvrir, ça va être comme des horizons qui bien souvent, en effet, va améliorer la sexualité. Donc dans ce corps rigide, tendu, absent, il va être essentiel de retrouver la présence au corps, parce que plus il y a absence au corps, plus il y a besoin de tension, d'excitation, de décharge. Et le corps a besoin en particulier d'être touché sans stratégie pour permettre au système sensoriel d'être en frémissement. Et dans un massage, où j'invite beaucoup la dimension on va dire, de méditation, on ne peut pas faire de plus grand bien à l'autre que de lui accorder justement une attention dépourvue de toute stratégie. Et ça, d'une certaine façon, ça s'accompagne, bien sûr. Le corps va être accompagné par un travail de détente, d'abandon au souffle profond, va être invité à retrouver son mouvement d'ondulation originel. L'énergie, elle est ondulatoire, tel un mouvement de 8. Et j'ai créé en particulier un processus que j'ai appelé, autour de l'énergie du 8, que j'ai appelé la vague dauphin, parce qu'on est très branché dauphin, mais c'est assez... Et qu'on propose même en piscine d'eau chaude une fois par an. Et ce simple mise ou retrouvaille avec ce mouvement d'ondulation en nous, qu'elle soit de côté ou qu'elle soit de devant et derrière, ça peut rien que ça remettre la personne dans un état de retrouvaille avec une forme de sensualité naturelle, hors de tout but, de sensualité naturelle libérée de culpabilité, le plaisir juste profond du corps, rien que de retrouvailles avec soi. C'est un exercice, c'est déjà retrouver soi-même. Et ça fluidifie des couches tellement profondes que ça collecte toutes les dimensions. Et il y a des participants qui peuvent partager à ce moment-là des expériences intérieures très fortes simplement avec ce mouvement. Il faut l'accompagner, bien sûr. Le corps réduit aux seuls organes sexuels va grandement bénéficier d'un travail que nous on propose l'été, où les femmes sont entre elles, les hommes sont entre eux, et où il y a une dimension de rituel, de partage intime, afin de retrouver la dimension sacrée, intime, divine des organes sexuels. Ainsi aussi que la dimension de la sagesse intime, de l'intuition, du ressenti intuitif qu'il y a. Et pour ceux qui seraient intéressés, il y a un texte, tout un texte là-dessus, en particulier sur ce que j'appelle la yoni, qui est le vagin de la femme. Et où, simplement en accompagnant les femmes, je ne vous raconte pas tout, bien sûr, c'est un peu confidentiel, mais vous pouvez avoir l'idée dans cette dimension de visualisation, de partage, de rituel. Les femmes découvrent en fait que leur yoni, leur vagin, savaient des choses qu'elles avaient ignorées, que le mental n'avait pas voulu entendre. Et que la yoni peut être une source, évidemment, de plaisir pour elle-même, mais aussi de profond enracinement.
et peut s'installer dans la méditation. Et que quand par exemple, moi j'ai une capacité d'enracinement où j'enracine des amis médiums dans des trans publiques, eh bien, où il faut que l'énergie soit puissante pour le groupe entier, je sais que ma yoni, elle est présente, je fais appel à elle. Évidemment, on pourrait dire que c'est la dimension du chakra de la base, mais fort concret, fort physique, fort incarné dans le corps. Je parlais de l'éveil du système sensoriel. On réapprend à vivre en intimité avec soi dans le déploiement sensoriel. Au bout de l'organe sensoriel, l'ego se dissout. Et la conscience communique avec le tout. Par exemple, on peut occulter un sens en mettant un bandeau sur les yeux et la personne va avoir accès à tout son système sensoriel. Et elle est invitée à ressentir au lieu de voir, au lieu d'analyser, au lieu de percevoir. Et on peut prendre référence à la petite Madeleine de Proust, combien un parfum nous communique à une mémoire profonde, peut faire rejaillir des sentiments enfouis. La dimension animale, saine, vitale, instinctuelle, non civilisée, évidemment est accompagnée par une approche chamanique, par les animaux totems, par la dimension de l'enracinement, l'enracinement profond avec la mère terre. Et évidemment, ça va être amené, plus l'animateur va porter ça en lui-même, va l'avoir actualisé en lui-même, plus la profondeur de l'enseignement chamanique va pouvoir être transmise. Évidemment, ce qui joue beaucoup, c'est ma propre complicité avec cette dimension joyeuse, animale. Je me souviens de quelqu'un, c'était une toute petite femme, et qui était toujours dans les peurs, et puis qui a rencontré en elle un ours. Et qui disait, mais je ne savais pas que j'avais un ours en moi, mais j'avais pas peur. Et c'était extraordinaire, et moi je l'avais vue, tout le monde avait un bandeau, mais moi je regardais, et je me disais, mais des fois je devine ce que c'est l'animal. Mais c'est vrai, on voyait, une fois qu'elle m'a dit que c'était un ours, je dis, ben oui, c'était un ours, c'est vrai. Et donc, la découverte de cette dimension chamanique est très forte et grandement puissante dans l'enseignement de ce que ça peut nous offrir dans des connexions de nous-mêmes, dans des formes de guidance aussi. La libre circulation de l'énergie vitale est sollicitée, je l'ai dit, par le souffle, aussi par la bascule du bassin. Et l'énergie sexuelle est invitée à retrouver sa dimension vitale, créative, à se redéployer dans le canal des centres d'énergie, dans toutes ses tonalités, évidemment, donc de respirer et de faire circuler l'énergie vitale en basculant le bassin. Et je me souviens d'une fois, il y a des années, où j'avais participé, où j'avais animé un atelier dans un groupement de thérapeutes qui travaillent sur la respiration, je ne sais plus comment il s'appelle, le PIF, je ne sais plus quoi. Bref, on était 60 dans la pièce. Et le lendemain, j'avais 5 femmes, donc elles étaient toutes thérapeutes, qui m'avaient partagé qu'elles avaient retrouvé leur lune, leurs règles, et qu'elles avaient perdu pour des raisons diverses. Et simplement le fait qu'il n'y avait pas d'enjeu, on était tous entre nous, il y avait une dimension créative, joyeuse, ludique, mais aussi très vitale. Et cette bascule du bassin et cette respiration à travers les centres d'énergie, eh bien, ça avait eu des conséquences aussi bénéfiques. Et moi, dans mon matériel pédagogique, on va dire, j'ai toujours quelques petites choses au cas où. Ça arrive toujours. Donc, évidemment, là, on retrouve cette dimension de ce que je disais, que cette respiration, cette bascule du bassin, cette ondulation à l'intérieur de nous, qui va être stimulée, sollicitée dans tous les centres d'énergie, va être amenée au cœur. Et bien sûr, là, on va rencontrer toutes ces émotions profondes. La relation sexe-cœur est accompagnée à la fois par une... elle est grandement accompagnée là-dedans. Alors là, vous pouvez trouver bien des choses. Il faut, dans la relation sexe-cœur, absolument sortir de la compréhension des clichés de ce que c'est que la virilité et la féminité, qui est presque une injure à ce qu'est un homme et une femme. En tous les cas, tel que je le conçois. Donc là,
On va travailler par de la visualisation, par évidemment des dimensions de rituel. Ce qui est important de ce qu'on apporte, c'est que Patrick, mon compagnon, qui est présent, il a une dimension d'énergéticien. Et donc, tout ce qui va émerger, qui peut être des empreintes énergétiques, des choses un peu lourdes, peut être nettoyé. Et ça amène une forme d'intégrité là-dedans. Je vois que quand même ça va vite. Je voudrais arriver à juste une idée que la véritable virilité fait appel à cette dimension que dans la relation sexe-cœur, le corps de la femme, le cœur de la femme est polarisé de façon active. Elle est faite pour nourrir d'amour. Elle est le pôle actif de l'amour. Elle est la source de l'amour. Son ventre est réceptif, bien sûr. On le voit physiquement chez la femme. Chez l'homme, c'est complémentaire. Son pôle actif est évidemment dans son ventre, et son sexe, son pénis, et son cœur est réceptif. Ce qu'on ignore en général. On voit simplement la dimension. Et là j'aurais plus le temps ce soir, mais lorsqu'on va jusqu'au bout de cette réflexion, la véritable virilité, habituellement, on va dire, c'est quand il bande. Soit il bande physiquement, soit il a une réussite sociale, peu importe, mais ça va être dans cette idée-là, du moins dans la dimension basique, nous sommes d'accord, caricaturelle et duelle, alors que dans la vision non duelle, ça va être cette boucle complète. C'est-à-dire que la virilité de l'homme va être dans cette circulation fluide entre son ventre et son cœur, son ventre, son pénis actif bien sûr, et son ventre et son cœur réceptif. Et la véritable virilité, ça va être cette dimension réceptive complètement accueillie et qui va s'appeler l'émerveillement. Ça nous donne ce que c'est qu'un homme, un vrai, la capacité de s'émerveiller. Ça fait relation aussi à que le masculin est la conscience, et donc là-dedans il y a l'idée du veilleur, de l'émerveillement, de l'éveil. Je vais passer un peu plus vite pour arriver à la sexualité féminine, parce que je vois quand même que quelqu'un m'a mangé, ou sans doute moi a mangé l'heure. Donc, la connexion au tout, alors ça, c'est vraiment mon truc aussi. Pour vous donner une idée, dans la formation sur 3 semaines, la première semaine, c'est l'enfant intérieur, les blessures du cœur, parce que pour moi, c'est illusoire de travailler le masculin et le féminin si les blessures d'enfance ne sont pas suffisamment... et si la spontanéité, si l'émerveillement, si l'élan spontané n'est pas suffisamment remis en circulation. Et la deuxième semaine, évidemment, c'est le masculin-féminin, avec toute cette notion de réconciliation, de qu'est-ce que c'est le masculin et le féminin chez un homme, chez une femme, mais qu'est-ce que c'est ce couple intérieur. Et la troisième semaine, ça va être vraiment consacré à toute la dimension de l'axe ciel-terre, avec la dimension évidemment chamanique, mais aussi de la guérison par rapport à nos blessures reliées à Dieu, à la dimension de la source, tout ça qui est fort... empêtré, abîmé, alourdi par les dimensions religieuses, sectaires. Donc je vais passer un peu plus vite par rapport à ça. Et donc le cœur évidemment s'ouvre quand le participant prend conscience qu'il n'y a rien à retrancher dans ce qu'il est. Et qu'au cœur de ce qu'il est, il y a une beauté infinie. Et j'ai peut-être aussi une espèce d'intuition à repérer dans ce que, pour le participant, semble être ce qu'il juge ou ce qu'il refoule, et moi d'y voir ce qui est son essence, mais son essence unique et spécifique, même si elle est évidemment universelle. Alors pourquoi c'est important ou intéressant pour un thérapeute de faire du tantra? C'est vrai qu'il y a beaucoup de thérapeutes dans les stages de tantra, il y en a en tous les cas beaucoup dans mes stages. Déjà, ce que je disais, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez eu des expériences proches du tantra, que vous ayez fait des stages de tantra ou pas. Des expériences énergétiques, bouleversantes, au cours de notre cheminement personnel. Et puis, on a souvent le goût d'approfondir, à la fois parce que ça nous a donné la porte de quelque chose qui est savoureux,
et aussi pour accompagner nos clients dans une forme de cohérence, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des expériences énergétiques. Parce qu'il y a une accélération qui est individuelle, qui est planétaire. Et donc, il y a une véritable ouverture là-dedans. Mais il y a aussi beaucoup de remise de pouvoir, beaucoup de confusion à travers ça. Et le thérapeute a besoin de comprendre, d'avoir du discernement, de savoir ce que son client vit véritablement. Il a besoin aussi d'enraciner ça, de faire la part des choses. Et c'est un fait que maintenant, on ne peut plus circonscrire l'être à sa seule dimension psychologique. Il y a toutes les dimensions spirituelles, énergétiques, subtiles, qui a besoin d'être entendues. Et puis, ce qui est important, c'est que, évidemment, je pense qu'on va, j'imagine, être tous à peu près d'accord que seul l'amour guérit, mais que l'excellence du thérapeute s'installe évidemment avec la pratique progressivement, et qu'il arrive un moment où le thérapeute, au lieu de servir l'outil qu'il a appris, prend l'outil à son service et va commencer à utiliser, on va dire, sa propre spontanéité, la spontanéité de son cœur, son propre élan spontané, évidemment accordé à la relation thérapeutique, mais là peut monter le feu de la relation. Et là, il a fort intérêt, s'il choisit dans son chemin thérapeutique d'oser ouvrir la porte à la spontanéité, il a fort intérêt d'aller se confronter au feu, dans un cadre prévu pour ça, de façon à apprendre à ajuster dans l'éthique et de revenir avec justement cette spontanéité du moment présent, mais qui sera au service de son client. Donc, sexualité masculine, on va dire ce qu'on a un peu dit tout à l'heure, elle est, puis vous le savez mieux que moi, manipulée par la biologie, la reproduction, mais surtout c'est que tous les efforts sont tendus vers le résultat. Tension, excitation, frénésie. Et dans cette idée du tantra non duel, on va dire que c'est pas ça que je voulais dire à ce moment-là, mais je vais reprendre ce que je voulais dire, que tout est fait pour décharger la tension, pour améliorer la performance. Le temps s'accélère, le regard s'absente, les mouvements s'emballent, l'émotion est dans les yeux, le corps se tend, les organes génitaux se durcissent, la caresse, le geste, la parole sont porteurs d'intention, de conditions, non plus d'amour. L'être est résumé à ses organes génitaux, au mieux ses zones érogènes. Et c'est ça que je voulais dire. Le contrôle de l'éjaculation, la technique, la performance relève d'une certaine façon de la croyance que la femme a envie d'être bien baisée. La femme, je sens que ça fait pour. En fait, la femme attend plus que ça, bien sûr. Elle attend un contact intime avec la totalité de l'être, elle attend l'intimité. J'ai eu un jour une expérience amoureuse et sexuelle avec un prof de yoga, et ça a été la pire expérience sexuelle de ma vie. Mais qu'est-ce qu'il était performant et qu'est-ce que je me suis ennuyée. Ça n'a rien à voir avec les profs de yoga, mais il se trouve qu'il était prof de yoga, donc j'imagine qu'il avait dû... Mais j'ai un souvenir ému et affectueux de bien de mes amants qui étaient, on va dire, éjaculateurs précoces, disons le mot, mais j'ai un souvenir souvent joyeux, suivant intime, mais là, c'est la pire nuit de ma vie. Et je pense que d'autres femmes, bon, peut-être il y a des femmes qui disent oui, mais bon, j'aimerais bien quand même. On est d'accord. Et donc, la femme va s'échapper dans le rêve, dans une forme d'absence subtile au corps, car elle pressent que c'est pas ceci l'amour. Son cœur va se limiter, son ventre est un peu mélancolique, mais surtout son ventre pressent que les énergies divines ne sont pas collectées, sont niées, sont oubliées. Et ça, c'est pas la faute des hommes, c'est juste la faute qu'on vit dans un cycle masculin, où les valeurs féminines sont oubliées. Où nous opposons les deux, et on est vraiment dans le moment où on a besoin que les valeurs féminines reviennent. Et non pas, parce qu'un jour j'avais écrit un article sur la sexualité féminine en faisant la différence entre les deux. Et il y avait eu une réponse dans le journal. Je m'étais fait un peu incendier, je m'étais demandé pourquoi, parce que la femme disait « mais c'est quand même bien de se faire prendre sur la table de la cuisine », ce avec quoi je suis amplement d'accord.
Et donc, ce que je rajoute à ça, c'est que la question n'est pas d'opposer de nouveau. La question n'est pas de dire, allez, on en a fini avec la sexualité masculine, on va mettre la sexualité féminine. La question est que la sexualité féminine va redonner accès à la sexualité masculine. La sexualité masculine peut ouvrir des espaces de sexualité féminine. Donc c'est vraiment cette dimension de réconciliation. Mais qu'est-ce que ça peut être la sexualité féminine? Et là, on fait référence à un travail magnifique qu'a proposé Barry Long, et beaucoup d'animateurs de tantra s'inspirent de lui en particulier. Mais là aussi, je crois qu'il y a... J'ai amené quelques livres comme ça, vous pourrez regarder sur le bureau si ça vous intéresse tout à l'heure. Je pense que ça a été réédité sous une autre forme. Mais ça s'appelle Faire l'amour de façon divine. Mais ça, c'est l'ancienne formule. Il y a des amis à moi qui sont animateurs de tantra ou qui l'étaient, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, qui ont fait un bouquin magnifique, Se parler au cœur du sexe, qui sont Ajanta et Serge Vidal-Graf, puis des gens avec lesquels on a travaillé, Patrick et moi, pour notre propre couple. C'est en anglais, ça s'appelle les clés de l'amour de Love Keys, qui est l'art du sexe extatique, qui parle beaucoup de sexualité féminine dont je vais vous parler. Mais tout ça, c'est issu de Barry Long. Et donc, on revient à cette idée que dans ce circuit sexe-cœur, eh bien, l'homme et la femme sont merveilleusement complémentaires. Et qu'on a à les inviter à complètement faire confiance à leurs organes génitaux. Donc je disais, le pôle actif de la femme est dans les seins, dans sa poitrine, dans son cœur, et chez l'homme, c'est le pénis. Et donc, si les seins de la femme, son cœur, n'est pas réouvert, déjà par la reconnaissance de l'amour qui est en elle, et puis invité par son amant, éveillé par l'homme qui va appeler l'amour à travers son cœur, on est là dans une sexualité basique, tout simplement. On va être là juste dans les chakras du bas, sans l'invitation de l'amour, qui vient des seins de la femme, qui fait que la femme, à un moment, peut déborder d'amour pour son amant et pour toute la vie entière, et que l'homme peut toucher l'émerveillement. La femme, elle a été, au cours du patriarcat, réduite, enlevée, démonisée, enlevée de son rôle